Social prescribing is a holistic approach to healthcare. It's not just about physical and mental health, it really emphasizes the social aspect of health as well. It is meant to connect individuals to community-based supports, thus improving their overall health. I'm seeing a huge impact of social prescribing in my clients. Their need to access care, especially in a ER setting or in a hospital setting, is much reduced. We know, and the evidence is there, and the research demonstrates someone having self-worth, feeling connected, that sense of belonging. There's just so much value to that. It seems like a daunting task to add this additional step of talking to a patient about their social health, but it's really not. There's a simple way to connect someone to services that exist. Having a link worker at your facility, you can then refer your client to that link worker, who then can explore what are the patient's goals, what do we need to achieve. You really need a lot of social interaction with others, and you need to be involved. All the courses that I've taken have changed my life quite a bit, like how to control it whenever there's stress in my life or pain, chronic pain. A lot of the people feel a lot better after they leave, and they're able to talk to different people and not feel alone. Social prescribing is an amazing initiative. It is something that social workers have been doing for a really long time and now has a direct focus and stream. Low barrier access to supports that are immediate really help get traction on people's needs. Social prescribing should be incorporated in day-to-day clinical practice. Social prescribing is like a warm hand of connection and care. It really provides an opportunity to develop a deeper and trusting relationship with an individual that can have the possibility of improving health and well-being. Bonjour, je m'appelle Sarah Hobbs. J'ai le privilège de travailler auprès des alliés pour des communautés plus saines. Donc, je vais reconnaître le territoire. Donc, nous travaillons sur le territoire traditionnel des Autochtones qui se sont installés là depuis beaucoup de temps, et nous reconnaissons que l'Ontario est couvert de 46 traités, et ils ont aussi des territoires non cédés. Nous apprécions le fait que nous pouvons travailler et vivre sur ces territoires. L'Ontario continue à abriter des communautés protégées, et nous reconnaissons les droits inaudibles. Et nous reconnaissons que nous devons bâtir des relations avec les Métis, les Autochtones, pour apprécier les voix et la culture, les cultures diverses en Ontario. Par rapport à tout le monde qui abrite ces terres, les ressources, etc., nous reconnaissons et nous apprécions cela. Nous allons maintenant entendre Sabrina parler. Inaudible. Bonjour à tous. Je m'appelle Sabrina. Merci beaucoup, Sarah. C'était magnifique ce que vous venez de dire. Donc, j'allais reconnaître mon territoire là, chez moi, mais maintenant, en ce moment, je suis en dehors parce que c'est le meilleur endroit. Donc, c'est une manière ancienne africaine, une pratique ancienne pour reconnaître nos ancêtres, pour reconnaître ceux qui ont fait tout ce travail, pour qu'on puisse être là en tant que personne noire, en tant que femme noire, en tant que femme en général. Donc je vais essayer d'utiliser de l'eau de source naturelle. Beaucoup de personnes peuvent utiliser le gin ou le rhum. Donc, je vais inviter des autres à le faire avec moi, donc ça marche de cette façon. Donc, nous
nous présentons cette eau et ça pourrait être, on pourrait reconnaître peut-être un de nos ancêtres ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est vraiment très important dans votre vie et qui a contribué à votre expérience. Donc, on y va là. Ça va? C'est bon? Vous avez tout compris? Donc, c'est pas si froid que ça, donc je suis contente. Donc, nous remercions ceux qui sont venus avant nous, à nos ancêtres, au travail qu'ils ont fait, pour leur courage. Nous remercions ceux qui avaient une voix, ceux et celles qui avaient pas de voix, mais qui ont fait présenter leurs prières dans le passé. Nous remercions le feu, la terre, l'humidité, etc. Tout ce que nos ancêtres ont utilisé pour exister, pour combattre, pour lutter. Donc, je vais maintenant verser cette offerte. Donc, vous pouvez suivre avec moi, vous pouvez dire ce que vous voulez à voix haute. Donc, vous pouvez aussi le faire en disant rien. Donc, j'y vais. Donc, je suis en train de verser cette offerte. Donc, je suis en train de le verser par terre. Cette libation. Pour tous ceux et celles qui sont venus avant nous. Nous célébrons, nous fêtons, nous remercions tous nos frères et nos sœurs autochtones parce que nous sommes sur ces terres autochtones. Donc, ces mémoires, ces ADN, cette intelligence. Donc, je pense que j'ai complété mon bout. Donc, je vais passer la parole à Sarah. Merci. Merci beaucoup, Sabrina, pour cette reconnaissance importante. Donc, je voudrais aussi que nous réfléchissions sur les communautés qui sont affectées par les problèmes partout dans le monde. Donc, pensons-y, pensons à ces personnes qui se luttent. Donc, j'aimerais bien, ça me fait plaisir de vous accueillir à cette conférence des alliés. Donc, nous réunissons pour un but, pour un objectif, pour améliorer le pouvoir par rapport à l'ordonnance sociale. Donc, la cultivation des connexions est vraiment très importante. Ça nous appelle à vraiment prendre de l'action pour qu'on puisse aller mieux. Donc, le bien-être n'a pas uniquement à voir avec l'état physique, mais aussi sur le plan affectif, c'est très important. Donc, par rapport aux solutions en ce qui concerne l'isolement, c'est très important, ça fait une partie intégrale de cela. Donc, ça nous permet de mesurer l'impact et ça fait beaucoup de temps que nous y travaillons dessus et on a beaucoup amélioré. Donc, par rapport à nos projets, en ce qui concerne les anciens, par rapport aux projets de santé mentale, nous pouvons montrer que ces genres d'initiatives, ces genres de projets aiment améliorer la qualité de vie de beaucoup de personnes. Donc, il s'agit d'explorer tous ces parties par rapport aux expériences des travailleurs, des travailleuses, par rapport des chercheurs, chercheuses. Et notre objectif est vraiment d'apprendre plus par rapport aux recherches, par rapport aux innovations. Et nous espérons que vous puissiez, à la fin de la journée, l'appliquer par rapport à ce que vous faites. Donc, j'aimerais bien j'aimerais bien accueillir Natacha Baudin qui va parler à cet égard. Je m'appelle Natacha, je suis la responsable du projet de prescription sociale ici à l'Alliance. Je pense que l'un des aspects les plus intéressants de la prescription sociale est qu'il s'agit d'une façon de parler de la promotion de la santé et du développement communautaire, mais aussi de mettre ces méthodes de travail au premier plan pour alléger la charge de nos collègues cliniciens.
J'aimerais aussi juste prendre un petit moment pour remercier nos partenaires, en particulier nos partenaires principaux, l'Association des centres pour aînés de l'Ontario et le projet Links to Wellbeing, qui est financé par un donateur anonyme. Je tiens aussi à remercier notre bailleur de fonds, l'Agence de la santé publique du Canada, et un grand merci à nos autres organismes partenaires, la Comité de la santé des Noirs, Indigenous Primary Healthcare Council, l'Institut canadien de prescription sociale, Centraide de la Colombie-Britannique, Center for Effective Practice et nos commanditaires délicieux d'envoi postaux tels que les tisanes, la crème glacée et le chocolat. Alors, faisons maintenant quelques petits sondages pour voir qui est dans la salle aujourd'hui. So we will just take a moment to do a quick little poll to see who is in the room today with us. Donc, nous allons voir qui est dans la salle avec nous. Nous allons faire un petit sondage. Donc, vous pouvez voir peut-être notre code QR pour compléter le sondage. Donc, je vais donner à tout le monde quelques instants pour qu'ils puissent nous joindre sur Slido. Et une fois que vous serez joint à Slido, vous pouvez commencer à répondre aux questions. Donc, vous joignez à nous d'où, en fait. Donc, si vous êtes du Canada, de quelle province? Si vous êtes en dehors du Canada, de quel pays? Nous voulons savoir qui se joint à nous dans cette salle aujourd'hui. Okay, a lot of Ontario representation. Beaucoup de personnes se joignent de l'Ontario. Donc, il y a des autres provinces aussi. Looks like we do have representation from all across. Il semble que nous avons beaucoup de représentation partout dans le pays et d'autres pays aussi. Okay, let's move to the next question. Donc, passons à la prochaine question. J'ai vu beaucoup d'Ontario là dans la salle. Donc, soyez spécifique. Vous venez de quelle partie de l'Ontario? Okay, I see a lot of Toronto, but I see a lot of Je vois beaucoup de Toronto, mais beaucoup de parties se joignent d'autres parties de l'Ontario. Donc, nous avons beaucoup de représentations. Donc, c'est l'avantage d'une conférence virtuelle. Now we want to know what is your... Maintenant, nous voulons savoir votre champ, votre métier. Dans quel champ travaillez-vous? So we have an option for other, but Donc, if nous you're avons une option pour autre si vous êtes dans le système de soins par rapport aux services communautaires, aux chercheurs, la politique, le gouvernement, ceux qui prennent les décisions, l'art, les arts et la culture. Donc, nous avons beaucoup de sélections, une grande sélection par rapport aux gens qui travaillent dans ces métiers différents. Donc, nous allons attendre 2-3 minutes, de secondes. Et une question par rapport aux tâches. Ouais. J'espère que tout le monde aura assez de temps pour pouvoir voter. Vous avez quel rôle? Vous jouez quel rôle? Est-ce que vous promouvez la santé? Ou est-ce que vous êtes clinicien, clinicienne? Est-ce que vous êtes infirmier, infirmière? Est-ce que vous êtes cadre? Est-ce que vous êtes travailleur social? Est-ce que vous êtes étudiante? Peut-être vous avez un autre rôle fantastique.
We'll give that a couple more seconds for people to get their vote in and share who you are. Je vais donner 2-3 secondes de plus pour que les gens puissent voter, puissent partager. Great. Last two Super. questions. Donc, les dernières 2 questions. Asking, where are you working? Are Donc, you nous working in an demandons, urban setting? est-ce que vous travaillez où? Est-ce que vous travaillez dans un centre urbain? Maybe and then or a suburban Peut-être, setting ouais. or a rural setting. So asking Dans un centre, est-ce que vous travaillez dans un endroit, dans un milieu isolé? Est-ce que vous travaillez avec une population en particulier? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec les seniors. Donc, par rapport à la prescription sociale, donc nous avons beaucoup de personnes qui travaillent auprès de la communauté autochtone, par rapport aux jeunes aussi, ou par rapport à la population générale. Donc, j'aimerais bien pouvoir comprendre où on en est à cet égard. Wonderful. Welcome everyone. Super, bienvenue à tous. J'espère que vous passerez une très bonne journée. Je vais passer la parole à Sarah encore une fois. Thank you, Natasha. Merci, Natasha. Ouais, c'est bien. Nous avons beaucoup de personnes avec de l'expérience différente. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter quelqu'un qui vraiment forge des connexions. Elle est défenseur de la justice sociale et elle a fait des recherches à cet égard et ça changerait la façon dont nous parlons, nous regarderons certaines choses pour pouvoir vraiment former des connexions, la culture et l'esprit. Donc, ça me fait plaisir de présenter Jay Peter. Vas-y, Jay. Donc, en général, j'ai l'opportunité fabuleuse de présenter des planeurs urbains, des architectes, des ingénieurs et des autres professionnels à cet égard. Mais aujourd'hui, je suis très privilégiée parce que j'ai l'opportunité de pouvoir présenter des leaders et des héros de première ligne, pas uniquement à cause du fait que votre mandat est très important, mais il s'agit vraiment de l'interconnectivité par rapport à ce genre de travail et la santé, communauté et par rapport au travail en ce qui concerne la santé publique. Donc, je suis très fière aussi, et j'aimerais bien partager avec vous cela, d'être la maman d'une infirmière. Donc, durant les prochaines 40 minutes, je vais vraiment lier les deux professions et partager des histoires par rapport aux origines en ce qui concerne le travail qu'on fait. Et je vais parler des idées de la part des deux professions et comment ils ont influencé mon travail en ce qui concerne la prescription sociale. Mais je sais comment faire les choses sans la technologie aussi, donc je vais commencer. Bien sûr qu'il ne faut pas que j'explique de quoi il s'agit, la prescription sociale. Nous savons que c'est centré sur l'individu, et savoir avec la prescription par rapport aux interventions sociales. Et ça, c'est co-créé en ce qui concerne l'individu et l'aspect professionnel pour contribuer à la santé. Donc voilà, tu pourrais brocher, épingler cela. Donc, vous savez de quoi il s'agit, la prescription sociale, mais donc je ne vais pas en parler en détail, mais je vais essayer de définir de quoi il s'agit. Donc, savoir avec le travail très important que vous avez. Donc, nous reconnaissons le fait que le travail que nous faisons a un impact sur la santé de la population par rapport à la santé physique et la santé mentale et le bien-être en général. Donc, par rapport à mon pratique, donc ça va un peu au-delà de cela. Donc, il s'agit vraiment de fournir des espaces pour pouvoir promouvoir cet bien-être. Mais j'examine aussi comment on peut
améliorer la santé en utilisant un modèle en ce qui concerne l'équité. Donc, ça examine la politique et la conception de la politique et savoir avec un soin continu. Donc, prochaine diapo. Donc, comment se fait-il qu'on a besoin de cette prescription sociale basée sur les endroits? Donc, les Statistiques Canada avaient diffusé un sondage en 2020 et 52% de ceux qui ont répondu avaient indiqué que leur santé mentale n'allait pas très bien ou c'était vraiment plus pire que ça. 88% avaient dit qu'ils avaient de l'anxiété 2 semaines avant de compléter le sondage et 71% des répondants avaient dit qu'ils se sentaient anxieux ou nerveux. Donc, ma maman, après SARS, par exemple, 10 ans après, les gens se sentaient déprimés et anxieux. Donc, ce modèle par rapport à la prescription sociale, ça rencontre ce moment, ça arrive à combler ce moment par rapport à ce qu'on verra dans la décennie à venir. Et nous voulons bien savoir, nous soulignons le fait que le modèle est très important parce que nous avons une épidémie d'isolation partout dans le pays, partout dans le monde. Donc, nous avons des très hauts niveaux de pauvreté. Si vous regardez en ligne, sur l'Internet, en public, il y a beaucoup de protestes. Donc, et ça impacte bien sûr la santé mentale et la communauté en général. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais bien toucher sur le sujet qui a à voir avec l'urbanisme, la planification urbaine et la santé publique. Donc, ça va voir avec l'exploration de l'eau potable, de la défense et de la production de nourriture. Donc, ça a déplacé les peuples autochtones et a effacé leur mode de vie. Donc, tout cela est lié sur le projet, est lié par rapport au projet colonial. Donc, il s'agit de qui et quand on habitera sur cette terre. Donc, on peut voir que dans les années 1960-70, nous avons commencé à voir des endroits de santé publique, de santé communautaire. Donc, en 1910, le président en chargé avec cet aspect de la santé. Donc, il a dit que c'était très important, en fait, par rapport au chemin de fer. C'était comparable au chemin de fer par rapport à des autres constructions aussi. Donc, par rapport il était en train de dire que l'infrastructure, en fait, la santé publique est si important que ça. Donc, c'était vraiment un atout et une ressource très importante, la santé publique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, de 1890 à l'année 1994, il y avait beaucoup de choses qui étaient abordées. Donc, nous avons commencé à voir des maladies par rapport à certains endroits qui étaient très pauvres. Donc, par rapport à l'intelligence et la confiance sociale, ce n'était pas bien planifié et ils n'avaient pas les propres systèmes. Donc, par rapport à cela, nous voyons le logement par rapport à la guerre, par rapport à la santé publique. On aborde ce sujet.
Donc, lorsqu'on va au milieu des années 80, 1900, donc nous voyons des instituts, des établissements de logement, nous voyons plus de politique, nous voyons une planification par rapport au Canada. Ça devient l'Institut canadien des planificateurs. Donc, par rapport à la santé publique, nous voyons que ça commence à affecter cela. Et après, on commence à reconnaître les Autochtones et le colonialisme et le dommage que ça a causé par rapport à la santé de notre pays, de pays. Et nous avons à voir avec la vérité, la réconciliation, etc. Donc, nous examinons nos villes aussi et tout cela à voir avec la santé publique et la santé communautaire. Donc, entre la santé et l'endroit dans lequel nous sommes, l'environnement dans lequel nous sommes et que nous avons bâti. Donc, ces réseaux de soutien, bien sûr, agissent comme étant des chaînes. Donc, nous savons que des espaces communautaires elder care as well. That also really defines community health as well. Cela définit la santé communautaire aussi. Ensuite, on regarde les transports en commun et la qualité de nos rues. Encore une fois, il y a des liens tellement solides de par l'histoire. Cependant, notre profession tend à travailler en silo et je pense que c'est pour ça que nous n'avons pas de bons résultats. Donc, les facteurs qui ont un impact négatif dans les communautés et la santé sont à facettes multiples. Il y a quelque chose qui s'appelle la densité. Il y a aussi le logement insalubre, manque d'aménités, infrastructures basées sur la voiture, un manque d'espace pour se réunir, la criminalisation des personnes qui ont des problèmes de santé mentale dans nos espaces publics, le manque d'accès à des espaces verts, le manque de représentation dans la santé publique. Par exemple, il y a des histoires dominantes qui sont partagées dans la sphère publique. Cependant, nous ne voyons pas de statuts et des commémorations de personnes au jour le jour, des héros anonymes. 85% de nos statuts sont d'hommes et généralement des hommes blancs et des figures coloniales. Nous ne voyons pas les contributions des femmes, des LGBTQ+, nos aînés, les jeunes dans la sphère publique, et cela a un impact. On n'est pas vu et on ne se sent pas une appartenance à la communauté. Donc, quand je pense à cette histoire de nos deux professions et la manière dont la santé communautaire est émergée main dans la main, cette histoire n'est pas strictement professionnelle pour moi, c'est personnel et profondément. J'ai grandi dans une communauté à l'est de la ville. C'est une communauté qui s'appelle Kataragé. Quand j'ai commencé ma pratique, après quitter une firme d'architecture il y a une décennie, je suis retourné à la communauté pour faire un audit. Je regardais les liens entre la conception et la santé de ma communauté. Je regardais ça par la lorgnette d'être un enfant dans mon quartier. Donc, vous allez me voir ici dans cette photo. Je suis derrière mon immeuble. Vous allez voir que pour les signalisations sur les portes, là, nous n'avions pas de bibliothèque, de piscine dans ma communauté. Nous n'avions pas d'aménités. Vous pouvez voir que je suis là devant mon ascenseur dans mon quartier. Chaque fois que je rentrais de l'école, je voyais des flaques d'urine ou pire, des excréments solides. C'est ça que je voyais comme enfant. Je me voyais que j'étais coincé au moins 50% du temps et quand j'ai eu 9 ans, j'ai commencé à arrêté d'avoir peur de prendre l'ascenseur et d'avoir... j'ai développé un certain type de résilience que maintenant j'appelle
l'Esprit Saint. Mais j'ai voyé que mon quartier était mal conçu. Si vous regardez le tapis là, ça me fendait le cœur. C'était usé complètement. C'était comme si le tapis n'avait pas été changé depuis des décennies, depuis que ma mère avait emménagé là. Vous me voyez devant là, je suis devant la résidence où la mère d'une amie faisait du travail sexuel pendant l'heure de midi. Il y avait des hommes qui faisaient la queue là devant sa porte. Et je pense aux femmes de ma communauté et les filles aussi qui ont été exploitées sexuellement de cette communauté parce que c'était situé au bout d'un cul-de-sac. Et les gens de ma communauté ne voyaient pas ça comme ayant de vraies valeurs humaines. On était vraiment isolés dans le contexte de la ville. Ici, vous me voyez dans l'entrée de l'immeuble ou dans le corridor. Ce que vous voyez là, à gauche, c'est qu'il y a une ouverture dans la cage d'escalier. C'est assez gros pour qu'un enfant de 12 ans tombe et se tue. Rappelez-vous, comme enfant, on l'a dit, on s'en sentit ça. Des décennies plus tard, la communauté, l'agence de logement a mis un garde-fou au lieu d'investir de l'argent pour créer une conception saine dans cette cage d'escalier. Vous me voyez dans la salle de lavage. C'était un autre site vraiment un endroit traumatisant pour ma jeunesse. Les gens qui n'avaient pas de logement utilisaient des drogues, dormaient dans la salle de lavage. Donc, c'était toujours un peu dangereux de passer devant la porte ou d'être là en train de faire sa lessive comme les enfants le faisaient parce que nos familles travaillaient à temps complet et la plupart de nos familles étaient des familles monoparentales. Ce que je vais vous dire quand j'ai grandi dans la communauté, c'était que réellement, mon exemple d'avoir grandi dans cette communauté, c'était ma mère antillaise qui est venue ici comme immigrante pour avoir des occasions à saisir. Elle a trouvé que comme nouvelle immigrante, des nouvelles occasions. On a vécu là 10 ans et ma mère s'est levée du divan parce que je savais qu'elle était pas mal déprimée, à travailler dans des usines, se faire mettre à pied fréquemment, vivre sous le seuil de pauvreté. Ma mère, dans les faits, est retournée à l'école secondaire en même temps que ma sœur aînée allait à l'école secondaire. Elle a passé au collège et elle est devenue infirmière. L'autre personne qui était tellement importante dans mon histoire personnelle pendant que je grandissais dans cette communauté, c'était mon enseignant de deuxième année qui venait dans ma communauté, un homme gay irlandais. Il venait dans ma communauté pendant l'été et m'amenait à la symphonie, m'amenait à la bibliothèque et me montrait qu'il y avait réellement des endroits qui généraient un esprit de beauté et d'appartenance et de valeur. Il est devenu un deuxième père pour moi. Donc ça, c'est les deux personnes qui réellement ont façonné mon expérience et m'ont sauvé la vie. C'est vrai, il y a des personnes qui ont grandi dans cette communauté qui souffraient des traumatismes inqualifiables. En fait, quand j'avais 12 ans, un commerce sexuel a commencé pour les enfants et mon amie, un petit peu plus vieille, est devenue coincée dans ce commerce sexuel. Et un jour, elle a disparu. Et je me souviens, j'ai regardé les nouvelles et le reporter a dit qu'elle avait été trouvée, mais elle avait été mutilée, coupée en tellement de petits morceaux qu'elle était irreconnaissable à l'extérieur de sa dentition. Je me souviens, le lendemain, les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, on est allé à l'école et on a continué avec notre routine sans intervention de santé communautaire, à vivre dans un quartier où on était tellement exposé aux mauvaises politiques, mauvaises conceptions et terribles résultats de santé communautaire, non seulement une mauvaise santé, mais aussi des séquelles autres. Quand je viens de ce travail, je parle de l'importance cruciale que le rôle de la communauté peut jouer quand nous parlons de créer des communautés prospères. Je ne parle pas ça de manière théorique. Je suis
un professeur de planification urbaine. J'ai été professeur à Harvard et à Princeton. Je sais la recherche, mais je la connais de manière spirituelle, cellulaire, au niveau de l'expérience du vécu, là où c'est le plus important. Donc, dans ma pratique, j'incorpore cette lentille de santé communautaire, bien-être communautaire et prescription sociale dans les projets que je dirige. Donc, je mène des projets qui sont à l'intersection de planification urbaine et justice sociale. Et ici, voici comment j'ai incorporé une prescription sociale et une pratique dans mon caractère binational. Beaucoup d'entre vous peuvent se rappeler la tuerie qui est arrivée au Danforth après une semaine, j'ai collaboré avec l'Université de Toronto et j'ai mené une manifestation pour retourner à Danforth parce que le lieu était rempli d'anxiété et de peur. Et si vous regardiez à gauche de l'écran, vous pouvez voir que j'ai fait un rallye avec mon partenaire. Vous voyez des gens de toutes les catégories, toutes les races, toutes les classes, tous les genres, et on est retourné sur cette rue. Et au fur et à mesure que nous avons marché, on a parlé de la manière dont les gens se sentaient dans un espace. On a parlé de ce que ça allait prendre pour recouvrer comment on pouvait être responsable de la sécurité des uns des autres et du sentiment d'appartenance. Et on a parlé de diverses formes de questions de sécurité qui avaient un impact sur nos esprits de bien-être collectif et individuel. J'ai reconçu, réimaginé un monument, un site de monument pour amener des migrants africains sur ces sites, des Blancs et d'autres mouvements sur l'équité, des porte-paroles de la communauté LGBTQ+. Aussi, on parle plus de la terre des Autochtones. On utilise le mot indigène. Aux États-Unis, quand je travaillais sur un projet qui s'appelait Réimaginer, c'est un projet où 2 monuments des Confédérés ont été enlevés d'un grand square au centre de la ville. C'est un site où les Afro-Américains ont été vendus et achetés pour plusieurs siècles. Et beaucoup des Africains-Américains, la communauté afro-américaine, je peux sentir la souffrance de mes ancêtres à ce site. Donc, je savais que je devais faire plus que juste livrer des belles histoires sur ce que ce site pouvait prendre comme aspect. Nous devions parler de guérison sur ce que ce site signifiait et ce que ça voulait dire pour la santé mentale des gens. J'ai rassemblé la communauté. On a fait quelque chose qui s'est appelé un cercle de témoignages. Dans le cercle de témoignages, les gens de toutes les identités, de toutes les catégories sociales, nous avons lu les noms d'Afro-Américains qui ont été amenés là et ont été vendus ou achetés à ce site. Et ensemble, communauté, on s'est engagé de jamais plus avoir un contexte où les gens pouvaient être déshumanisés, qu'ils soient afro-américains, qu'ils soient des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, que ce soit des gens sans-abri ou des queers ou des mères célibataires. Nous avons fait cette cérémonie comme forme de guérison et de prescription sociale. Aussi, quand je travaillais à Vancouver sur le redéveloppement de Granville Bridge, qui est un des plus grands ponts au Canada, j'ai mené un mouvement pour les femmes pour regarder les manières dont les femmes font l'expérience du pont et du centre-ville en général. Et on montre cette femme à l'écran, une femme autochtone qui est ancienne édile municipale. Elle a dit qu'elle avait entendu des rumeurs comme quoi la deuxième itération du développement du pont, un groupe de personnes pauvres impliquées dans les travaux sociaux, des femmes autochtones surtout, ont été poussées, exclues et d'une façon étaient liées à la crise des femmes manquantes et assassinées.
Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, comment est-ce que ce pont de redéveloppement peut être lié à cette histoire? Mais l'un des modèles que nous avons dans cette pratique, c'est que nous croyons les femmes et nous croyons les communautés et nous avons fait des recherches approfondies. Et dans nos recherches, nous avons trouvé une déclaration provinciale, une excuse reconnaissant que le développement du pont, dans les faits, poussait un grand nombre de femmes autochtones dans East Hastings. Et le rapport a dit, je cite, cela a créé un terrain de tuerie pour Robert Picton, un tueur en série notoire. Et dans cet exemple, lorsque nous demandons aux femmes qui ne sont pas engagées dans la conception de lieux publics, quand on demande aux femmes, racontez-nous l'histoire de cet endroit, racontez-nous comment ça a eu un impact sur vous, racontez-nous comment d'autres femmes ont vécu cet endroit. En écoutant les femmes, on était capable de voir un élément crucial de l'histoire. Je l'ai ramené à la municipalité et ils ont pris ça et ils ont garanti que dans cet espace du redéveloppement du pont que nous pensons, comment concevoir, comment on peut faire du mal aux communautés et faire du tort au bien-être des personnes. Quand j'ai commencé ma pratique, la femme que vous voyez là, elle s'appelle Tarian Atala. J'ai commencé ma carrière comme très jeune, l'une des premières personnes noires. Et je travaillais en politique et dans la planification. Karianne Akawa était l'un de mes clients à l'époque. Elle avait survécu le cancer du sein, elle courait des marathons et elle menait des cercles tambourinaires de sa communauté. Et j'ai eu le privilège d'être accueilli dans sa communauté autochtone. Je suis allé dans sa terre natale et quand j'ai commencé ma pratique, Tarian m'a appelé et elle a dit, Jay, je veux vous inviter à participer comme seul consultant non autochtone pour une réunion que je fais avec les gens de la santé des Autochtones. Quand je faisais ce travail, ce que j'ai appris, c'était que les travailleurs de santé publique travaillent surtout avec des familles et des femmes connaissaient des traumatismes dans le travail qu'ils faisaient elles-mêmes. Donc, ensemble avec mon collaborateur à l'époque, architecte Adam Flanders, nous avons travaillé avec ces femmes pour faire de la cartographie autour des endroits où elles travaillaient pour identifier des sites de repos et de joie et de guérison pour qu'elles puissent aller à ces sites et créer des rituels à ces sites pour qu'elles puissent être en train de s'occuper d'elles-mêmes, de se nourrir elles-mêmes alors qu'elles s'occupaient de la santé publique et de la santé communautaire dans leur propre communauté. Je veux montrer une prescription sociale. Un exemple, par exemple, dans la ville de Toronto, à côté de pour le Canada, les municipalités ont finalement trouvé que l'un des impacts de la colonisation, c'est que la colonisation ait déplacé les Autochtones, les sortir de leur terre. Ça a un impact sur leur esprit de bien-être individuel et collectif. Maintenant, nous concevons des politiques pour garantir qu'il y a des sites au sein de nos espaces publics, en particulier un espace vert où les Autochtones peuvent mener des rituels sacrés et d'autres types de réunions où ils ont des liens à leurs eaux. Et toutes ces choses sont connectées à des lieux avec des prescriptions sociales, où nous garantissons que les politiques et d'autres barrières comme avoir un permis, de l'argent, n'empêchent pas les gens d'utiliser et d'avoir accès à des endroits comme une manière de guérir, surtout en commençant avec les Autochtones, puisqu'ils sont sur les terres autochtones, et aussi penser à d'autres communautés d'immigrants qui viennent ici de pays où ils se sont trouvés soudainement liés, déconnectés de leur lieu de rituel. Et là, ça leur convient. Ça correspond au pays d'origine où ils se étaient. J'ai travaillé en conception des rues. Ici, vous avez un exemple. C'est regarder la manière dont
nous avons une infrastructure. Ça rend nos rues malsaines pour les cyclistes et les piétons. Beaucoup de cyclistes sont tués dans nos rues. Ce n'est pas nécessaire. Un rituel parmi la communauté des cyclistes, c'est que lorsque un cycliste est assassiné, il y a un rituel de guérison. Ils créent ces espaces. Donc, ils prennent un vélo, ils le peignent en blanc et ils créent un mémorial au bord de la voie publique. Et c'est une forme de deuil dans la sphère publique. À la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle les funérailles de jazz noir. C'est sorti des plantations et c'est allé dans la sphère publique. Lorsque les Noirs mouraient, souvent, il y avait de l'argent, il n'y avait pas assez d'argent pour les enterrer. Donc, ces funérailles, c'était une manière pour les Noirs de faire leur deuil en public, mais aussi fêter la vie de l'ancêtre qu'on avait perdu dans l'espace public et faire des collectes de fonds aussi pour les funérailles. Donc, ça, c'est une prescription sociale dans la ville en face de la mort, de la structure et de la négritude. Et même pendant le deuil, nous chantons, nous rions, nous partageons et nous soutenons les uns les autres économiquement, virtuellement et socialement. Comme je l'ai mentionné avant, il y a en fait une épidémie de solitude dans ce pays. Donc, à ce supermarché, on a commencé ce projet pilote dans les magasins supermarchés pour que les gens qui se sentent seuls, qui vont au supermarché, pas seulement pour acheter de la nourriture, mais pour avoir une conversation lente avec la caissière. Il y a des gens dans mon équipe qui disent « Wow, c'est réellement triste que nous devons avoir un passage lent à la caisse pour les aider, pour être reçus et pour être vus et ne pas se sentir tellement déconnectés dans leur communauté. » Et je suis d'accord avec ça. Et aussi, je pense que c'est très intelligent comme forme de prescription sociale et c'est en réaction à quelque chose. Donc, aux États-Unis, nous avons ce parc à San Diego. On a un hub Chicano où leur culture est célébrée, c'est visuel, ça peut être vu. C'est tellement important. Notre santé mentale a tellement été affectée par notre esprit d'être vu dans le monde. Pas survivant, mais témoin dans le monde. Ça, c'est le type d'endroit avec des murales. L'art public, tout ça, ça fait partie de la prescription sociale. Le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est très important personnellement pour moi. Tous ces exemples sont importants pour moi, mais celui-là en particulier, c'est après George Floyd. J'ai arrêté ma pratique pendant toute une année pour faire réellement du travail de guérison, du travail de défense des droits après cet événement. George Floyd était exécuté en public, lynché dans un endroit tout à fait sûr, dans une allée pour cyclistes. Mais il n'était pas en sûreté parce que la sûreté, c'est non seulement les caractéristiques physiques ou la conception ou l'infrastructure. Je sais que tout le monde sait ça. C'est tellement lié aux questions sociales, le déséquilibre dans les relations de pouvoir. Donc, après l'exécution de George Floyd à Minneapolis, un ami et collègue à moi qui s'appelle Anthony Taylor a rassemblé la communauté et a mené quelque chose qui s'appelle un périple lent. Les gens noirs se sont mis sur leur vélo et ils ont circulé lentement dans les rues pour reconnaître la douleur de son assassinat, de son meurtre, le chaos, la douleur de la défense des droits et l'émeute qui a eu lieu dans la ville en réaction à cette injustice. Ensuite, ils sont allés à un parc, ils ont regardé des œuvres d'art et ils sont allés manger ensemble. Tout cela fait partie d'une prescription sociale. On a d'autres exemples d'un club de riders urbains. Moi, je ne savais pas qu'à Philadelphie, il y a une histoire de cow-boys noirs. Donc, il y a beaucoup d'endroits basés à Philadelphie. Il y a beaucoup de pauvreté, de violence. On sait que toutes ces choses contribuent à diminuer le bien-être individuel et communautaire. Donc, il y a 4 étapes où les jeunes qui sont connectés
que ce soit la violence des gangs ou ont des problèmes d'anxiété et de dépression, ils peuvent venir à cet endroit, aller à cheval comme façon de se guérir et d'avoir une guérison collective. Et aussi à Chicago, nous avons l'héritage où les gens qui appartiennent à la communauté LGBT+, les communautés qui ont été menacées, malmenées, des communautés à qui on a demandé de garder leur amour dans le placard plutôt que de l'afficher dans nos rues comme tous les autres le font. Ça, c'est un endroit où des personnes peuvent marcher comme communauté et entendre les histoires et se voir eux-mêmes dans la conception de ces lampadaires qui sont le long de l'avenue. Et chaque fois que je pense à ce type d'initiative, je pense à mon professeur de deuxième année qui est devenu mon deuxième père. Parce que vous savez, il a grandi dans les années 50 et 60 et n'a jamais été capable de sortir du placard. Et c'est quelque chose qui me fend le cœur parce que cet homme qui a joué un grand rôle pour garantir que ma vie était tellement spéciale que je me sentais que je appartenais, j'avais un sentiment d'appartenance partout où j'allais. Lui, il était dans le placard. Je pense à lui très souvent et je m'assure que j'incorpore une lorgnette LGBTQ ainsi que d'autres lorgnettes basées sur l'équité dans tous mes projets, mes entreprises. Nous avons deux autres monuments. Ici, on voit le monument de femmes autochtones manquant, des femmes assassinées à Winnipeg. Quelqu'un ici. C'est un endroit pour que les personnes viennent se réunir. Les Autochtones, sur leur propre terre, n'ont pas d'endroit pour venir se rassembler et individuellement pour guérir de le génocide qui continue et la colonisation qui continue. Quand nous regardons ces monuments, quand nous voyons ces manifestations dans l'espace public par le truchement de la lorgnette, du bien-être et de la guérison, c'est tout à fait important et crucial. Et nous avons la statue d'une femme ici. On pense aux femmes violentées dans la sphère publique, les femmes dans la guerre, les enfants, comment les femmes et les enfants sont exploités et violés dans les guerres. Nous avons un autre monument qui vient d'un autre endroit dans le monde. Donc ici, voici mon espace, mon modèle de prescription sociale. J'ai 4 sections. Je vais le montrer à haut niveau. Nous avons des rituels de guérison qui incluent des choses comme les salles de sueur, protestation, thérapie, randonnée en montagne, baptême dans les rivières, les bains, les cérémonies d'offres d'eau. C'est magnifique comme libation que Sabrina a amené aujourd'hui. Ça aussi, c'est la prescription sociale. Merci encore une fois, Sabrina, pour ce beau moment dans les procédures d'aujourd'hui. Nous avons des pèlerinages ancestraux, la solidarité, des rites de passage, toutes ces choses profondément ancrées. Une autre section que j'ai, c'est les narrations, la commémoration et les célébrations. Aller à des fêtes et des festivals, ajouter du contexte aux symboles coloniaux, installer des histoires numériques pour partager les histoires inconnues dans la sphère publique, avoir plus de commémorations qui ne sont pas seulement en train de fêter plus de héros et des gens avec 50 000 diplômes, mais fêtons les gens qui font le travail de première ligne, les héros anonymes, les aînés, les personnes qui nous gardent en sécurité dans nos rues tous les jours. Nous parlons de choses comme les concerts, des dîners communautaires, faciliter les récits intergénérationnels et les interviews entre personnes de quartiers différents. On vient interviewer un aîné qui habite à côté. Regardons des réseaux de soins, bénévolat dans les maisons pour aînés, des abris pour animaux, aller à des services, des marches, cartographie, contribuer aux banques alimentaires,
des vêtements. Et la dernière catégorie que j'ai ici, c'est étudier nos routines dans les rues. Cartographie, joie, sécurité et curiosité. Imaginez combien nos journées seraient améliorées si chacun d'entre nous créait une cartographie personnelle qui a nos endroits de paix, nos endroits de joie, nos endroits de sécurité et nos endroits de curiosité, et garantir que nous allons à chacun de ces endroits chaque jour. Marcher, rouler et aller à vélo dans des destinations, des cafés, des magasins, des librairies, des cafés qui accueillent les communautés, des gens qui sont ancrés dans le quartier, visiter des sites comme les galeries, des théâtres et des endroits de rassemblement informels qui donnent des liens sociaux, de la curiosité et du bien-être. Prendre profiter des squares publics et participer à des groupes de rencontres et des groupes de rencontres mutuelles. C'est le modèle que j'ai créé avec 4 catégories claires: le deuil, rituel de guérison, narration, commémoration et célébration, des endroits de réseautage pour les soins et des lieux pour les routines. Dans ce modèle, je regarde ce qui est structurel, ce qui est interpersonnel et aussi le macro et le micro. Je regarde les politiques, mais je regarde aussi les choses qu'on peut faire chaque jour aussi. Diapo. Donc, voici les considérations pour des espaces équitables et la prescription sociale. Toutes les prescriptions ont lieu sur les terres des Autochtones et ça devrait prendre en compte les manières dont leurs pratiques ont été effacées par la colonisation et le déplacement continu. Community wellness work, none of this is neutral work. It is all linked to the colonial. C'est toujours lié aux projets coloniaux et ça se passe sur les terres qui ont une histoire et ça doit être centré sur l'historique que nous faisons et on essaye de pouvoir voir le travail des Noirs qui a été volé. On parle des immigrants, des femmes sur ces terres et toutes ces terres basées sur l'histoire ont des biens. Et donc, on voit aussi des individus et des communautés, le fait que ces communautés ont été engagées dans plusieurs formes de ces lieux de prescription et ça doit être reconnu. Je travaille à l'intersection de la recherche et l'universitaire et parfois je dois rire de moi-même là, à ce niveau-là. On a des termes de millions de dollars pour toutes les choses. Parfois, on peut presser les choses là sur la surindustrialisation, prendre les choses qui ne sont pas officielles et ont des choses qui sont intangibles et essayer de le forcer dans un cadre et le mettre dans des le traduire avec des mots. Parfois, c'est bien si nous n'avons pas une expression verbale institutionnelle pour chaque chose. Et ça, c'est bon. Et en essayant de voir cette prescription sociale, ce modèle, c'est important, c'est responsif, c'est actif, mais ne le mettez pas de cette façon. Nous devons vivre sur cette authenticité qu'on permette de faire les politiques, les expressions verbales aussi, et certaines communautés où individus sont confortables, et j'ai utilisé ces termes, certaines peuvent expérimenter la façon dont on voit les choses de ces activités prescription sociale. Les gens n'expérimentent pas ça de la même façon. Et on peut dire
que les parcs sont un endroit sûr pour tous les gens et ça doit être ajouté à toutes nos prescriptions sociales. En regardant l'historique, les parcs étaient pour les élites qui avaient l'aménagement des villes. Dans ces villes, c'était lié par la violence basée sur le genre et les historiques indigènes. C'est important de comprendre que tous les endroits ont amené cette histoire et les gens expérimentent ceci de façon différente. Quand on travaille avec ces communautés utilisant cette approche, on doit comprendre comment chaque de ces plans se représente pour les communautés et pour les communautés aussi. Les communautés et les individus, spécialement pour les communautés marginalisées, ont un niveau, un accès dans un contexte informel et formel. Et ce que je veux dire en parlant d'utiliser des terres basées sur ces actifs, les gens disent on vit dans une communauté urbaine ou rurale. On ne peut pas le faire parce que nous avons les moyens. Et où je vis dans une communauté qui n'a pas beaucoup de fonds, on ne peut pas bénéficier de ça. Une des choses que je dis ici, vous avez absolument raison, vous êtes définitivement pas faux en disant ceci, mais je rappelle les gens qu'il y a tant de magie dans ces marges et ces communautés qui est basée sur ces dépressions-là sont les communautés qui sont les plus imaginatives, résilientes et compassionnées quand c'est les rituels basés sur les places et les pratiques et la résilience. Donc, intégrer ces prescriptions sociales dans vos pratiques, une des choses que je recommande est de pouvoir commencer à pratiquer cette prescription sociale vous-même. La règle que j'ai actuellement, que je ne demande jamais les choses à quelqu'un là qui je ne peux pas faire moi-même. Donc, si je pars quelque part utilisant un design basé sur le genre, je travaille avec des centaines de femmes. Là, à ce moment-là, je vais partager mon histoire, ma relation avec le tout. Je pense que c'est important de pratiquer pour nous-mêmes ce que nous sommes en train de co-diriger avec la communauté et de me poser des questions là basées sur ces places. Je pense que c'est important. On ne peut pas aider à améliorer les individus, les communautés, ce bien-être si nous ne comprenons pas où les gens, d'où les gens viennent, pas seulement politiquement correct et l'identité, mais physiquement où les choses et comment informer cet sentiment incluant les sessions et toutes ces choses-là, commencer cette base, co-diriger cette prescription sociale, utilisant ces actifs et le potentiel infini pour co-créer des places et des endroits qui connectent, qui célèbrent et qui cicatrisent ces blessures. Je vais vous prendre notre communauté. J'ai commencé plutôt dans cette conférence concernant là où j'ai grandi et faisant cet audit. Quand j'ai quitté cette communauté, ça, ce n'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais ça a ramené plusieurs de ces mémoires ou de ces... je me suis rappelé de plusieurs choses et pour des années, je portais ça comme fardeau. Et j'ai évité ma communauté. Et durant la COVID, quand j'étais en train de faire de la défense pour George Floyd, pour les gens qui vivaient dans les gratte-ciels, qui n'étaient pas des condos, qui n'avaient pas des facilités pour la distanciation sociale, pour les familles, pour toutes ces choses, et parce que la famille a fait plein de choses, parce qu'il n'y a pas de traitement
traitement spécial pour tout le monde pour rester. Et je faisais ce genre de choses et je devais retourner à ma communauté. Ce que j'ai fait et que nous sommes retournés, ça c'est mon bâtiment ici, et j'étais en train de penser de qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais contribuer à ce temps-là. Et la garderie qui rouvrait, j'ai appris que les travailleurs sociaux a perdu leurs endroits où ils pouvaient manger. Alors, 1A à la gauche, si vous voyez, c'est tous ces jouets là et ce divan noir, c'est là où les femmes pouvaient faire l'activité, c'est là où ils étaient entourés par plusieurs choses. Ils n'étaient pas exposés, ils étaient exposés. Tout était terrible. Le directeur, la directrice ici est assis. Ils n'ont pas d'espace pour pouvoir avoir la vérification pour les enfants. Et ça, c'était dans son bureau qu'elle faisait les vérifications. Donc, si, par exemple, avait un problème, et là, elle devient positive. Aussi, on a contrôlé, par exemple, les fils, les dangers, et nous avons fait plusieurs choses, moi-même et les architectes, et j'ai appelé à ces femmes sur Facebook parce que mon but est de pouvoir partir dans cette garderie et transformer ce site. Et quand nous étions partis, j'ai eu besoin de pouvoir contenir ça. Et quand je pouvais faire ce genre de choses, je sais que ces femmes-là étaient ici. Et en 10 minutes, là, il y avait des dizaines de minutes pour faire ça. On est parti et en dedans de 48 heures, nous avons transformé ce site et vous avez vu toutes ces choses. On a acheté des jouets. On a recherché plusieurs choses, fait des couleurs, simulé les choses, le décor. Et cette question, on a refait toutes ces choses ensemble. L'art est tout nouveau. Nous avons amené l'extérieur. On a créé. Et au sein de ça, je ne pouvais pas, et ça c'est une chose. Je ne peux pas voir ça, mais il y a une table qui était ici quand il y avait ça, et tel que vous voyez, nous n'avons pas ouvert les ventilations, et ça, ce n'est pas une question idéale. On peut voir ça avant et après. C'est critique en voyant ça avec cette communauté. On a pensé à ce genre de choses. Les gens qui font le travail pour nous garder bien. Nous avons nié ce genre de choses et ces gens-là sont toujours des femmes racialisées et non célébrées, sous-payées. Et je peux dire que c'est important pour moi de donner aux femmes un endroit dignifié pour pouvoir travailler. Et nous avons transformé cet espace pour ce directeur et vous pouvez la voir ici avant et après. Nous avons mis de la purification de l'air, on a nettoyé son bureau, on lui a donné un nouveau endroit pour pouvoir entreposer les choses et elle était bien contente. Elle a ramené toute sa famille à la fin de la journée quand je suis venu à Et ce n'est pas une question de pouvoir cette reconnaissance académique, ce n'est pas d'être ici. C'est une question de cette personne, cette famille, les gens qui peuvent avoir où ils sont, ces individus avec d'autres communautés. Merci d'avoir permis de partager avec vous.
Merci Jay, ça c'était si inspirant. Votre modèle est une approche innovative et c'est provoquant. Les histoires que vous voyez ont un impact sur nous tous et partagez cette perspective sur nous tous, sur notre communauté. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus une question de partage, c'est faire partie d'un mouvement et je pense que Jen a commencé ceci. C'est comment se forme ce mouvement. Je vous demande de vous engager dans ces questions et de partager avec nous. Nous espérons que vous avez apprécié. Merci d'être ici pour votre dévouement, votre communauté et pour rendre les choses positives. Et nous sommes ici à la fin de la journée. Envoyez les questions à la plateforme. Merci beaucoup. Merci.